Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Ah, qu'il y fut. Franchement, t'aurais pu trouver mieux comme bonnet. Tu ressembles à la cousine de la mère Noël. Ah, parce que tu crois que t'es mieux, toi? On dirait un renne trouvé au rayon discount. Bref, poursuivons notre découverte sur le genre du paysage en art. La dernière fois, nous avons abordé les premiers pas du paysage dans l'histoire de l'art. Mais nous n'avions pas pu aller très loin, sauvagement interrompu par un individu que je ne citerai pas. Albrecht Dürer est considéré comme le premier artiste à avoir mis le paysage en avant comme un sujet unique et indépendant. Il reste encore pourtant un paysage idéalisé. Claude Le Lorrain, peintre du XVIIe siècle, peint de splendides paysages bien davantage avec son cœur qu'avec ses yeux. Ces paysages exotiques expriment la fascination du Lorrain pour la lumière. C'est l'ambiance du lieu qui prédomine, plutôt qu'une représentation fidèle de la réalité. En même temps, les peintres travaillaient plus dans leur atelier qu'à l'extérieur. Ils travaillaient de mémoire, enjolivant les choses, avec l'imaginaire collectif et ce qu'ils savaient du monde extérieur. Car si aujourd'hui, on peut sortir la peinture d'un tube au XVIIe siècle, ce n'était pas encore le cas. Exact. Jusqu'au XIXe siècle, les peintres étaient obligés de préparer leur peinture eux-mêmes, en mélangeant des pigments et un liant, comme de l'huile par exemple. Parfois, il pouvait y avoir des ratages, car le mélange demandait beaucoup de précision. Le romantisme poursuit dans cette idéalisation de la nature. Les artistes de cette période vont se servir du paysage comme prétexte pour évoquer la place de l'homme dans le monde. Seul face à quelque chose qui le dépasse, l'homme est perdu dans ses contemplations, comme les personnages des tableaux de Caspar David Friedrich. C'est une nature superbe, grandiose, mais également parfois terrifiante que nous partage le peintre romantique. Avec l'invention du tube de peinture au début des années 1820, l'art sort enfin de l'atelier. On appelle alors cette pratique peindre sur le motif. Peindre sur quoi? Tu veux dire qu'il peignait directement sur les arbres? Mais que c'est bête, le bonnet t'empêche de réfléchir, on dirait. Hello darkness, my old friend. Peindre sur le motif signifie en réalité peindre d'après nature. En somme, peindre en ayant devant soi ce que l'on veut représenter. Les peintres de l'école de Barbizon, un groupe d'artistes français rattachés au réalisme, s'étaient réunis afin d'expérimenter cette nouvelle liberté de pouvoir travailler en extérieur. Parmi eux, Théodore Rousseau. Observateur attentif, Rousseau s'attache à la représentation de la lumière et tous les petits détails de la nature. Je crois même savoir que cet intérêt pour la représentation des variations de la lumière ouvrira la voie, à la fin du XIXe siècle, à un tout nouveau genre de paysage, le paysage impressionniste. Fascinés par la lumière et ses changements, les peintres impressionnistes se serviront du paysage comme point d'appui pour leurs expérimentations sur la couleur. Claude Monet multipliera par ailleurs les tableaux d'un même lieu pour en montrer tous les changements sur une même journée. Oh, mais j'ai déjà sorti une vidéo sur Claude Monet. Oui, mais elle date un peu cette vidéo. Ah, forcément, c'est la première de la chaîne. Au fait, c'est bien Fluffy qu'on voit sur la miniature. Me demande ce qu'il devient celui-là. Ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Allez, à bientôt les curieux. Et joyeux Noël! Oh, qui a éteint la lumière? Vous avez encore oublié de payer les factures? Tiens, qu'est-ce que c'est ça?